Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles de la semaine en crypto. Et ça, c'est pour tout de suite. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai aussi une chaîne Twitter. Donc si vous voulez avoir des informations plus rapidement qu'une fois par semaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et parfois aussi, je diffuse des informations qui ne sont pas forcément reprises dans les actualités hebdomadaires. Alors, on va regarder tout de suite ici comment se porte le marché. Je fais un refresh. 218 milliards. On passe à 220 milliards. Donc, on voit effectivement qui a une petite remontée depuis à peu près 1 ou 2 heures aujourd'hui. Mais globalement, si on regarde la semaine, je vais quand même faire un refresh aussi sur CoinGecko. Voilà, on a quand même une semaine, si on regarde ici la troisième colonne à 7 jours, où il y a beaucoup de rouge. On a le Bitcoin à moins 5%, Ethereum à moins 8%. Bon, ça remonte pour XRP. Depuis quelques semaines, XRP se porte pas trop mal. Mais bon, on a un Litecoin à moins quasiment 10%, etc., etc. Donc il y a quand même encore beaucoup de baisses cette semaine. On va voir comment se termine la semaine. Donc on est jeudi, il reste encore donc demain puis le week-end. Habituellement le week-end c'est jamais très très bon. Mais bon, ce qu'on voit en tout cas, si on regarde ici le graphe du Bitcoin en US dollars, on voit que la tendance haussière donc qu'on avait eue jusqu'en juillet a été suivie d'une tendance fortement baissière, puisque depuis juillet on ne fait globalement que chuter. Et depuis à peu près 3 semaines ici, là c'est ce qu'on voit, donc chaque bougie représente une journée. Si je zoome un petit peu, si j'arrive à zoomer, voilà. Donc si je zoome un petit peu, on voit ici que depuis 3 semaines, on reste à peu près au même niveau qui est au-dessus et en dessous des 8 000 $ par Bitcoin. On n'arrive pas en ce moment à sortir de cette tendance. Et là, j'ai dessiné une sorte de cône et on a l'impression qu'on pourrait rester comme ça encore jusqu'en novembre, voire jusqu'en début décembre. Donc c'est pas très très positif pour l'instant, donc le marché est toujours en déclin et comme on va le voir cette semaine, l'actualité n'est pas non plus très très positive. Alors ici on a la Security Exchange Commission, la SEC, qui vient de rejeter la dernière demande d'ETF de Bitwise Asset Management. Donc c'est une demande qui est encore à nouveau rejetée. Alors le motif ici du rejet, c'est que la demande n'a pas rempli les exigences de la SEC en matière de prévention de manipulation des marchés et autres activités illicites. Depuis 2017, globalement, toutes les demandes d'ETF ont été rejetées par la SEC. Alors il y avait eu principalement deux raisons. Au début, c'était parce que les sociétés qui proposaient les ETF n'avaient pas un bon stockage des cryptos. Aujourd'hui, c'est chose faite. Elles utilisent des sociétés qui sont homologuées pour le stockage des cryptos, donc le custody des cryptos. Par contre, l'autre raison, c'est le fait que le marché ne permet pas de garantir des exigences de non-manipulation. Mais bon, c'est le marché qui est comme ça et ça ne risque pas de changer prochainement. Donc, j'ai l'impression qu'on ne va pas voir d'ETF avant un certain temps parce que le marché va prendre beaucoup de temps à changer. Suite au rejet de l'ETF de Bitwise, on a ici le CIO de la société d'investissement crypto qui s'appelle Crypto BKCM. Alors son CIO s'appelle Brian Kelly. Et il a déclaré que les ETF n'étaient pas nécessaires au développement de l'écosystème car petit à petit, les investisseurs auront accès aux investissements en crypto avec d'autres plateformes réglementées comme par exemple celles que Fidelity et TD Ameritrade sont en train de mettre en place. Ensuite, il a rajouté le fait que la CFTC vient de déclarer qu'Ethereum était une commodité et non un titre, donc une security. Il a dit que c'est
important pour la place parce que ça donne de la clarté par rapport à la régulation autour d'Ethereum et que ça ouvre la porte aux institutions de commencer à investir dans l'Ethereum. Et ici, on a l'article qui parle donc de la confirmation que le président de la CFTC, donc qui est Commodity Futures Trading Commission, donc des États-Unis, croit que l'Ether est une commodité. Donc une commodité, c'est quoi exactement en français? C'est ce qu'on appelle un produit de base, donc c'est comme une matière première, un peu comme l'or, le blé, et donc c'est pas un titre, c'est pas une action. Et donc ça veut dire que comme avec le Bitcoin, on va prochainement voir des produits de type futur aussi sur l'Ether. Ce qu'ils disent ici aussi dans l'article, c'est que alors, les produits qui sont dérivés de ces produits de base, hein, donc on a par exemple le Bitcoin Cash avec le Bitcoin, on a l'Ethereum classique avec Ethereum, bah, ils doivent aussi être considérés comme des produits de base, donc en anglais des commodities. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on parle de plus en plus en ce moment de la blockchain Ethereum et de son token, donc l'Ether, et ça, c'est plutôt bon signe. Alors malgré le fait que la SEC vient de rejeter donc les ETF de Bitwise, bah, on a ici la société Wilshire Phoenix Fund qui vient de faire un nouveau dépôt pour des Bitcoin ETF. Alors eux, ce qu'ils ont fait, c'est que pour la partie custody, donc stockage de crypto, ils utilisent Coinbase. Et pour contrer justement tous les problèmes qu'ont eu ces diverses sociétés par rapport au rejet de la SEC, hein, qui à chaque fois invoque la manipulation du prix du Bitcoin, bah, ce qu'a fait Wilshire Phoenix Fund, c'est qu'ils ne vont pas utiliser n'importe quel exchange pour déterminer les prix du Bitcoin, mais des plateformes dites constituantes, donc qui sont des plateformes choisies par rapport à des critères très stricts, comme le fait bah, le CMI Group avec les Bitcoins futurs. D'ailleurs, j'ai retrouvé ici un papier qui concerne donc justement le CMI Group, où il liste ici d'abord l'historique bah, de ces exchanges constituants. Donc il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Et ici, on voit donc les différents exchanges. Donc on a Bitfinex, Bitstamp, Coinbase, ITBit, Kraken, OKCoin et Gemini. Donc qui sont on voit ici, exchange constituants. Et il y a un autre papier, bon là que je n'ai pas montré, mais qui montre les différents critères que doivent respecter donc ces exchanges. On passe maintenant aux nouvelles par rapport aux cryptos et on va parler d'Ethereum. Alors le consensus Proof of Stake pour Ethereum, on en parle déjà depuis un certain temps, mais il y a quelques jours, il y a Vitalik Buterin, hein, donc qui est le créateur d'Ethereum. Il a annoncé que le consensus de Proof of Stake va être mis en place sur la blockchain Ethereum et ce sera plus sécurisé que le Proof of Work qu'utilise le Bitcoin et ce sera encore aussi plus cher à attaquer, donc que du bon. Ce qu'a dit aussi voilà, monsieur Buterin, c'est que donc le Proof of Stake va bientôt devenir une réalité pour Ethereum avec l'Ethereum 2.0 et ça devrait être lancé le 8 mai prochain. Donc d'après aussi Vitalik, l'attaqueur malveillant perdra donc les Ethers qui auront été utilisés pour l'attaque et donc ça va rendre beaucoup plus difficile d'attaquer le réseau parce que quand on voit la capitalisation d'Ethereum, on voit que c'est une capitalisation de 19 milliards. On voit que par jour, il y a des échanges de 7 milliards. Ça veut dire qu'il va falloir des centaines de milliers de dollars pour attaquer le réseau. Et en plus, ceux qui vont lancer l'attaque vont perdre les Ethers qu'ils auront engagés dans l'attaque. Donc ça devrait calmer normalement les hackers. On va encore parler une nouvelle fois de Binance dans cet épisode. Donc Binance a informé qu'il acceptait maintenant pour sa plateforme OTC les monnaies fiduciaires depuis Alipay et WeChat. Donc Alipay est un des plus gros processeurs de paiement avec WeChat en Chine, donc ça veut dire des millions et des millions de personnes. Et donc ça veut dire que les Chinois vont pouvoir, au travers de ces deux applications,
transférer de l'argent en fiat, en monnaie fiduciaire, directement vers la plateforme OTC de Binance. Donc c'est quand même une nouvelle assez explosive. Alors ensuite, CZ, donc, qui est le CEO de Binance qu'on voit ici à l'écran, il a ajouté quand même qu'il n'y avait pas une collaboration avec Alipay et WeChat pour ça, qu'ils utilisaient des sociétés externes. Mais donc c'est quand même une information très très lourde parce que ça veut dire que les gros investisseurs chinois pourraient investir en Bitcoin et sur d'autres crypto-monnaies sur les marchés OTC, en tout cas celui qui est fourni par Binance. Alors, il n'y avait pas besoin de se réjouir parce que le lendemain, malheureusement, on a Alipay qui a informé que toute transaction sur la plateforme Alipay liée au Bitcoin ou à toute autre cryptocurrency serait interdite. Ils ont dit que de toute façon, toutes les transactions sont monitorées et celles qui sont taguées, donc identifiées par rapport aux crypto-monnaies, seraient carrément bloquées, conformément d'ailleurs à ce que le gouvernement chinois avait instauré fin 2017. Ils vous avaient déclaré donc les exchanges crypto illégaux et aussi l'achat de crypto illégal pour les citoyens chinois. Donc, je ne sais pas ce que va faire donc CZ et Binance avec leur service, mais ils vont pas avoir beaucoup de candidats puisque de toute façon les transactions risquent d'être bloquées par les processeurs de paiement. Là, on parle d'Alipay, mais j'imagine que ça va aussi être valable pour WeChat. Alors, il n'y a pas une semaine qu'on parle de Binance, mais il n'y a pas non plus une semaine quasiment qu'on parle pas de Facebook et de Libra. Donc il y a quelques jours, on avait appris que PayPal se retirait du projet de crypto-monnaie Libra. Et maintenant, le 10 octobre, c'est au tour de Visa, de Mastercard, de Stripe et de eBay aussi de se retirer du projet. Donc il semble en tout cas que la négativité du gouvernement américain autour du projet Libra est fortement influencée ces gros processeurs de paiement. Je pense qu'ils ont peur de prendre des risques, de fâcher le gouvernement américain, de fâcher l'ASEC et que leur business principal soit impacté. C'est pour ça que pour l'instant, ils préfèrent se retirer. Libre à eux dans le futur toujours de réintégrer le token, mais pour l'instant, donc, ils font plus partie du consortium. Et donc, ça montre qu'en ce moment, il y a une très très forte négativité du gouvernement et de la SEC envers toutes les crypto-monnaies. Il n'y a que le Bitcoin et peut-être un petit peu l'Ethereum qui en ce moment semble passer au travers. Dans le même sens, on a ici donc la SEC qui vient d'interdire à Telegram de distribuer ses 1,7 milliard de tokens qui avaient été vendus aux Américains lors de l'ICO en début 2018. Donc les tokens devaient normalement être distribués aux investisseurs le 31 octobre, donc dans juste quelques jours. Et donc ici, donc la SEC a dit que lors de leur ICO, Telegram cherchait à obtenir les avantages d'un appel public à l'épargne sans se conformer aux responsabilités qui visent à protéger les investisseurs publics. Pardon, les investisseurs ou pas les investisseurs publics, mais les investisseurs de manière générale. Ce qui est un peu embêtant, c'est que le SEC connaissait la date de distribution il y a déjà un peu plus d'un an et qu'ils attendent juste 15 jours avant l'émission des tokens pour lancer une interdiction à Telegram, ce qui laisse bien sûr aucune chance à Telegram de pouvoir se retourner. Ça confirme vraiment que les crypto-monnaies, en ce moment des réseaux sociaux, on le voit avec Facebook, on le voit ici avec Telegram, sont dans le collimateur du SEC. Donc en plus des ICO, ce sont aussi donc les cryptos des réseaux sociaux qui sont en ce moment ciblés. Mais je pense qu'une fois que le SEC ou la SEC aura un petit peu plus de temps, ils s'attaqueront aux autres cryptos, surtout celles qui sont fortement centralisées.
Comme demandé par pas mal d'abonnés dans les commentaires, je vais reparler 2 minutes de Pay Network. Alors, Pay Network, comme j'ai précisé dans d'autres vidéos, c'est une crypto-monnaie, comme est le Bitcoin, hein, mais ici avec un code qui est plutôt basé sur la blockchain Stellar. Et pour avoir de l'adoption dans leur crypto, en ce moment, ils offrent des tokens gratuits. Alors comment ça marche? Il faut télécharger ici une application, hein, qui est gratuite, et ensuite s'enregistrer. Alors il faut un code de parrainage. Je vais mettre le code de parrainage de la chaîne dans la description, hein, donc vous avez à avoir un lien et le code intégré. Et puis pour un moment, ils vont vous demander le code de parrainage, et le code c'est SUPDANI, hein, mais je vais mettre ça dans la description. Une fois que vous avez lancé donc l'application, c'est une sorte de mineur, mais qui ne prend pas de ressources de votre téléphone, hein, c'est un peu un mineur factice. Mais en tout cas, vous accumulez tous les jours des tokens, et tous les jours, il ne faut pas oublier de relancer le mineur, parce qu'après 24 heures, il s'arrête. Attention quand même, pour l'instant on est dans la première phase, hein, donc ça veut dire qu'on mine un rythme qui est quand même assez élevé, mais dès qu'il y aura 1 million d'utilisateurs qui se seront inscrits à l'application, ils passeront à la phase 2, donc il y aura un halving et on recevra 2 fois moins de tokens par jour, donc c'est important de le faire si vous êtes intéressé dès maintenant, à savoir qu'ils sont déjà à 800 000 utilisateurs, donc je pense que d'ici quelques semaines, le halving devrait avoir lieu. Donc j'espère que ça a répondu en tout cas aux commentaires que j'ai eu dans les vidéos précédentes. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette crise un petit peu qui n'en finit pas, en tout cas de ces niveaux très très bas de prix des tokens, aussi de la SEC qui vraiment commence à faire un carnage par rapport à tout ce qui tourne autour des cryptos. Les seuls qui sont un petit peu épargnés, c'est le Bitcoin et l'Ethereum, mais le reste, c'est vraiment un carnage. Mettez donc votre avis dans les commentaires, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!